Bien, je pense que Guy, on va te demander de venir. Eh bien, écoutez, il est 12h43, on a rattrapé notre retard. Moi, je suis très contente parce qu'on va pouvoir discuter avec vous tous. On va... il est parti, Franck. Oui. On va peut-être demander à Peter Midmore et peut-être à Étienne de venir nous retrouver. Et bien sûr, tous les porteurs qui sont dans la salle, les coporteurs, nos stagiaires et tous ceux qui sont là peuvent aider aux réponses qui seront posées parce qu'il y a plein de choses sur les cas individuels et beaucoup sont concernés. Donc on va prendre les questions et puis on va les grouper. Enfin, je te laisse. Oui, voilà. Donc, pour introduire le débat, on a un petit moment de débat. Autour de la présentation des cas, on voit bien que c'est un travail qui est en cours d'analyse. Et donc, on a une diversité de présentations, de façons de voir, et ça, c'est extrêmement riche. On a, je crois, une des éléments qui est ressorti, c'est aussi deux catégories d'études de cas. Une catégorie... Comment? Non. Ah non. Deux catégories. Une première catégorie qui est autour des analyses ex post. Disons qu'on a des innovations qui s'inscrivent déjà dans la durée avec des processus l'on peut analyser et on peut déjà commencer à identifier des impacts. Et une des originalités, on a des cas qui sont initinérés, on les a caractérisés comme ça, qui ont une trajectoire historique plus courte et on voit se construire une évolution, des chemins différents et on a pris l'option d'analyser différents scénarios qui vont pouvoir conduire à l'impact et donc d'avoir différentes peut-être théories du changement qui pourraient expliquer différents impacts qui vont se construire. Donc je pense qu'on peut commencer par Peter, lui demander quelques réactions autour de ces présentations. Peter, could you react on the different presentation? What is your thoughts about what you have heard? A cross analysis, it will help us. It doesn't matter. I'm a teacher, so I can project my voice quite easily. But I better not with a microphone in my hand. So my immediate reaction, because this is the first time I've seen these cases, is firstly that it's an impressive body of work. And it has a consistency and a rigor, which I think is often, case studies have a bad name often because they're the thing that you do if you don't know what else you can do to investigate something. So firstly, congratulations on the quality of the cases. If I were to be mildly critical, and these are minor considerations, but I feel I have to articulate them. I think there are two things that would be my immediate response. One is, are we in danger of having a sort of quasi-inductive logic in the sense we've got lots of case studies, all pretty much pointing in the same direction? Are we missing the opportunity to examine carefully the diversity of circumstances and the variety of preconditions that lead to the particular outcomes that we're focusing on? That would be my first reaction. My second reaction would be something I felt for a long time about case study research is that as an investigator, your attention is drawn to the positive. Right? I didn't see some minor hints here and there, but I didn't see a pure negative case. And of course, it's perfectly understandable why. It's very difficult to in Impressa, we had the intention of investigating a negative case, but we couldn't really find one because we couldn't get the key informants to interact with us, to share in confidence. That's the nature of the exercise. But I think it is important because
one learns much more profoundly from one's mistakes than one's successes. So, but apart from that, I really appreciate having done participatory evaluations, not in the area of research, but in the area of rural development myself for many years. I really appreciate the participatory character of this exercise. A little bit, I think, it's built into Impressa, but not as systematically. And also, I really appreciate the idea of embedding research on research within the programs itself, so that in situ evaluations as the research unfolds, I think is a really interesting development. So I will be watching with anticipation for the future for this process. Donc on va prendre quelques questions de la salle ou des commentaires par rapport à ces présentations, la diversité des cas et des questions que cela pose. Philippe. Just a short one for Peter. Could you articulate a bit more the idea of these negative cases? Because I see the possibility where it's research has done something, there will be outputs but there are no outcomes. That's probably plenty of cases. Where other cases where there are big enough outcomes but then it stops, or where the final expectations, with a sort of secondary impact which was expected, like rural growth or new jobs, in fact, didn't occur, and we could have the opposite case than what we expect. So it'd be good to know how you look about this. Et donc, mon autre question, peut-être plus interne CIRAD, c'est que je vois bien dans quelle mesure les études de cas vont nous aider à améliorer la méthode Impress. Et il y a pas mal de commentaires qui ont été faits en disant quand est-ce qu'on pourra l'utiliser, quand est-ce qu'on ne pourra pas l'utiliser, les domaines de validité ou l'amélioration de la méthode. Et après, je me dis, mais et derrière, so what? On aura une méthode. Est-ce que ça veut dire qu'on va vouloir aussi systématiser l'utilisation de cette méthode pour continuer à informer, dialoguer, etc. Ou est-ce qu'on va, en quoi l'objectif final quand même du chantier, c'est induire une culture de l'impact dans notre manière de faire de la recherche, et ça ne me paraît pas évident comment on passe de la méthode Impress à la culture de l'impact dans la programmation de nos recherches au CIRAD. Donc d'abord Peter, oui, une question qui lui est adressée. Okay. Why don't I start by answering the second question first? In the sense that I think our understanding is always provisional, and it always gets revised, and I think the same should be true of our methodologies, that they are always provisional methodologies and they are working towards, but we will never achieve, unless we're Buddhists and we meditate a lot, we'll never achieve enlightenment in that sort of blinding sense. The first question about negative cases is interesting, because I think it is possible, with the benefit of hindsight, to identify very negative cases. An example, I can't think of one in the field of natural science, but in the field of economics, two economists, Scholz and Black, were awarded a Nobel Prize for their analysis of risk and uncertainty, and probably the historical work hasn't been fully done yet, but probably they were responsible for the 2008 crash. So, and it's a very serious, leading us in the wrong direction. So I don't quite agree with Gandhi when he was asked about what he thought of Western civilization. He said, I think it would be a very good idea. But there are aspects, there are certainly
we have an approach and the self-evident character of science as being wholly improving and always leading to incremental positive change, I think needs re-evaluating, and I think evaluators have a role to play in doing that. Sur la première question, pour compléter, c'est seulement une toute petite partie de l'énorme matériau que les équipes projet des cas ont réuni qui vous a été présenté. On continue à travailler sur ces cas pendant les 6 prochains mois et je peux vous assurer que dans les cas, il y a quand même des impacts négatifs qui émergent au cas de ce qui peut apparaître à première vue comme un success story. Donc ça, on va explorer. La deuxième chose, sur le chantier interne, effectivement, on va améliorer et valider. La méthode n'est pas encore validée. On attendait le retour de champ, des terrains, pour valider la méthode Impress. Il y aura une école chercheur en mars prochain. Mais on est dans une étape de recherche à ce stade-là. Et ce n'est pas une étape normative. On n'est pas en train de définir ce que va devoir faire le chercheur CIRAD. C'est pour ça qu'on parle de culture de l'impact. On va donner des outils aux chercheurs pour mieux travailler. Et je pense qu'on était tout à fait en phase avec ce qu'a dit Franck ce matin sur la culture de la outcome. Ce qu'on veut, c'est pouvoir l'outiller. L'outiller au niveau des collectifs, au niveau des... À quoi ça sert de regarder dans le rétroviseur dans les 15 dernières années pour comprendre un chemin de l'impact si ça ne nous sert pas à mieux formuler nos questions de recherche? Et nous, l'hypothèse de base d'Impress, c'est que l'aspect participatif va devoir être prépondérant, va devoir être creusé au niveau du CIRAD, parce qu'on ne peut pas bien faire des hypothèses de chemin d'impact, bien poser des questions de recherche, bien contribuer à y répondre, si on ne le fait pas avec nos partenaires, avec les stakeholders. Donc, c'est probablement la principale leçon que va donner le chantier Impress. Maintenant, la méthode idéale d'Impress, ça reste encore une boîte à outils, ce ne sera pas une méthode à prendre ou à laisser, c'est une boîte à outils dans laquelle on va tirer des choses qui vont aider les chercheurs et les collectifs à mieux programmer et à mieux exécuter leurs recherches. Il y a 3 mains qui se sont levées, donc d'abord Nadia, ensuite Alain, et puis Dominique. Merci à tous les intervenants et félicitations pour le travail accompli. Moi, j'aurais 2 remarques. Étienne, tu as bien dit que dans la méthode Impress, il y a bien la séparation entre outcome, impact de premier niveau et deuxième niveau. Dans certaines des présentations, mais bon, c'était très rapide, il me semble que la séparation entre impact de premier niveau et deuxième niveau est très distincte et très claire. Autant, parfois, on a l'impression qu'entre outcome et impact de premier niveau, il y a peut-être des chevauchements. Bon, on n'avait pas tous les détails, mais il faudra un petit peu, à mon avis, creuser ça. Et la deuxième chose, c'était, tu as commencé à y répondre un petit peu, c'est la rétroaction, donc à partir de ces travaux sur les questions de recherche et le retour vers les unités, donc tu as commencé un peu à répondre par le biais de la recherche participative, mais comment vous voyez la suite, quoi? Donc une fois que ces travaux sont faits, le retour, l'itération et la définition de nouvelles questions de recherche, etc. Merci. Oui, alors il y avait une partie, c'est des remarques. Alain, oui, vas-y. Oui, c'est une question sur Alain Billan, donc département ES. C'est une question sur l'ampleur du périmètre et des impacts, on pourrait dire directs et indirects. Vous avez parlé d'impact de niveau 1 et de niveau 2. L'exemple que j'en tire, c'est l'exemple sur la glossine qu'on a vu tout à l'heure au Sénégal. Bon, il y avait une commande et finalement, on peut dire on a répondu à la commande et on a l'impact qu'on voulait. Il n'y a plus de glossine et on peut changer les formes d'élevage. Et en particulier, ce que je vois, c'est introduire des races de vaches qui vont mourir s'il y a de la glossine, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger derrière ça? C'est d'abord de fragiliser énormément la forme d'élevage, parce que si par malheur la glossine revient, alors là, toute cette économie va s'effondrer, d'une part. D'autre part, introduire des races importées qui demandent beaucoup d'énergie, qui vont être en stabulation libre, en stabulation fixée, c'est quand même une forme d'intensification qu'on décrit par ailleurs. Et également, est-ce qu'on n'est pas en train de changer toute l'économie d'une filière enfin en tout cas d'un secteur tout entier, qui va se concentrer auprès de quelques grands propriétaires qui auront des vaches très industrialisées, et puis la forme de production artisanale, disséminée, classique, disparaît, donc perte d'emploi, concentration auprès des puissants. Enfin, je veux dire, donc l'impact de premier niveau, oui, et l'impact de deuxième niveau, potentiel, lui, peut-être on pourrait se dire il n'est pas si bien. Donc l'aspect de dire impact positif, impact négatif, c'est toujours relatif à quelque chose, peut-être. On prend la 3e question ou remarque, puisque là aussi c'était plus des remarques tout à fait justifiées.
Merci beaucoup. Donc, Dominique Barjol, je travaille avec Peter Midmore sur le projet Impressa. D'abord, je voulais féliciter les étudiants parce que je trouve que c'était fantastique de voir la restitution que vous avez fait. C'était très compréhensible et vraiment, on voit que vous avez bien dominé votre sujet, donc vraiment bravo. Et après, j'avais deux remarques peut-être un peu plus transversales. La première, c'est sur la conclusion au terme de toutes ces études de cas. Est-ce que vous pensez pouvoir faire une réflexion un peu transversale sur les dispositifs de recherche? Moi, j'ai une grosse interrogation sur... on a été avec Peter Midmore à Milan présenter le premier résultat de ce projet Impresa. Et il y a un Américain qui nous a posé la question de dire tout votre projet, est-ce qu'il ne pourrait pas servir à justifier les investissements de la recherche agronomique parce qu'on sait que les dispositifs coûtent cher. Donc il y a une question d'entretien de ces dispositifs et quand on passe à l'évaluation de l'impact, comme on a entendu du directeur du CIGI tout à l'heure, c'était de dire les donneurs ils veulent des résultats et donc si on regarde ces résultats dans les durées de projet à 5 ans, ce que font les donneurs parce qu'ils ne les regardent pas sur 20 ans malheureusement, eh ben, on peut mettre en cause certains dispositifs de recherche, certaines infrastructures de recherche. Donc ça, c'est une question que j'aurais par rapport à votre chantier Impress. Est-ce que vous pensez que c'est une conclusion qu'on pourrait réfléchir en tout cas ou pas du tout, cette question des infrastructures et des dispositifs, au vu des évaluations de long terme que vous avez fait? Parce que là, vous avez vraiment pris aussi le soin d'être dans plutôt le long terme. Et la deuxième remarque, c'est je pense qu'on a encore pas mal de travail à faire pour adapter la méthode sur la recherche socio-économique, parce que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'évaluer. Bon, vous aviez deux exemples, je crois, sur la banque de données, et puis sur la gestion de l'eau. Je crois que c'était plus des choses de recherche, moins il y a une maladie, on y répond, bien une résistance qu'on introduit, etc. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Enfin, la méthode, on voit qu'elle est encore à perfectionner. J'ai l'impression. Je sais pas. J'aimerais bien avoir votre feeling par rapport à ça. Comment ça marche là? La première question qui est... Oui, la question de Nadine sur l'aspect très flou entre outcome et impact numéro 1. Tu veux peut-être y répondre, Guy? Oui, peut-être. Effectivement, il y a tout un travail à faire. C'est un premier débriefing. Donc, on doit l'affiner. Alors, l'affiner pour chacune des études de cas, mais on a aussi toute une réflexion sur comment, à travers l'ensemble des études de cas, on peut tirer profit de toute cette richesse et arriver à homogénéiser les résultats pour les comparer entre eux. Un peu comme la méthode ACIRPA qui finalement permet d'avoir une idée des différentes études de cas et de les comparer entre elles. Et ce travail-là reste à faire. Donc il y a encore des problèmes d'affinage, c'est certain. Mais pour faire suite à ça, on est parti tard sur ce chantier et on a décidé malgré tout de prendre notre temps. Donc on est sur un temps de recherche aujourd'hui. Et donc c'est cet aspect flou de l'outcome est probablement la boîte noire la plus difficile à décrypter. Et comme nous, on s'est donné l'ambition, et c'est peut-être trop ambitieux, de repérer les lieux d'apprentissage, les temps d'apprentissage et le renforcement des compétences, c'est probablement là que ça joue l'outcome. Donc ça, c'est clairement un enjeu de recherche à ce stade-là. Et donc on ne va pas arriver avec des solutions toutes faites, certainement. C'est pour ça qu'on parle encore une fois de culture d'impact, d'outillage. Deuxième aspect sur la question d'Alain, en particulier sur les cas itinéraires. Le fait de comprendre ce qui se passe dans les 15 dernières années dans le rétroviseur, y compris sur des success stories ou des trucs qui apparaissent comme des success stories, mais qui ont des aspects négatifs. Et si on le fait honnêtement en tant que chercheur, avec toute la rigueur qu'on se doit, on n'est pas en train de faire du marketing de la recherche, on est en train d'essayer de comprendre en interrogeant tous les stakeholders, y compris les politiques. C'est aussi pour s'équiper en matière d'outils de suivi pour les cas itinéraires. Non seulement on va être participatif pour formuler des hypothèses de chemin d'impact, pour formuler des questions de recherche, mais aussi pour s'équiper avec quoi on va suivre les choses. Et ta question sur les glossines est tout à fait intéressante. Ça veut dire qu'effectivement, on a en tête des risques qui sont générés
mais qui n'apparaissent pas, dont personne ne parle. Je pense qu'en tant qu'instructeur ou catalyseur de la réflexion sur le chemin d'impact, on se doit de les signaler. On se doit de les signaler, et après, ça peut se coupler avec une opération plus prospective dans quel risque ça génère. À ce propos-là, on est en train de réfléchir, et on va associer Impresa et le CIGI à ça, à faire une école Bayer sur les chemins d'impact l'année prochaine à Bruxelles. Ça veut dire, dans une optique de recherche, absolument pas de marketing. Voilà ce que nous, on a trouvé en termes de recherche pour informer les bailleurs pour comment utiliser leur argent. Donc ça répond un petit peu à ta question. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais par contre, il y a des choses qu'on sait et qu'on voudrait que vous entendiez. Le temps long, la contribution versus l'attribution, le participatif avec des aspects inattendus, tout ça, il faut le dire et il faut savoir le dire. Donc j'espère qu'en septembre 2016, on pourra se réunir à Bruxelles avec Impresa, avec le CIGI, avec d'autres, pour faire ce qu'on appellerait une école Bayer, en toute humilité, mais quand même pour passer un certain nombre de résultats de recherche sur tous ces aspects-là. Est-ce que tu peux commenter là-dessus? Well, I will say a little bit about the effect of research on public policy, because I think this is an interesting question. And indeed, when in Milan last month, the pre-conference of the International Agricultural Economics convention that was there, one of the members of the project was specifically asked this question: why isn't Impresa looking at the socio-economic impact on that socio-economic policy? The short answer to that is we weren't asked to, and we didn't have any money for that anyway. But the more important question is that actually there is a myth of objectivity, and it comes to the forefront with policy research, because when you've had a career as long as mine, you are actually engaged in interacting with policymakers over a long period, and you cannot sort of step outside that and be objective and observe the process, because you're a participant in it yourself. And even at the level of young researchers whose scribblings at this point, will have influence far into the future, the same will apply. Now, in terms of influencing public policy, this goes back to the philosophy of Plato and the Republic, and who should be the people who make the decisions, really. And Plato thought, and we'd probably be inclined to agree, that it's people who are most expert, who have the most wisdom, who should be most influential. But we live in societies that are quasi-democratic and much influenced by the interplay between the media and other new social media forms and all that kind of stuff. So we have a huge new problem to confront, I think, in terms of understanding this process and how we work within it. So, over to you. We're going to invite a Greek philosopher next year. Voilà, donc j'en profite pour dire que le site Impress, parce que je pense qu'on va boucler, mais le site Impress va être lancé cette semaine, avec les visios de l'ensemble de ce qui a été présenté ici, les descriptifs de cas, et ça va être un site vivant sur lequel l'extérieur, mais aussi CIRAD pourra se référer par rapport à cette boîte à outils Impress qui se met progressivement en place. Je ne sais pas si on va donc clôturer. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Non. Voilà, donc le chantier continue. Nous, on doit travailler avec le groupe Méthodo pour améliorer la méthode et terminer notre travail. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a un mot de ta part. Non. On se retrouve en salle 130 là pour un buffet, ceux qui peuvent, notamment des équipes et les jeunes, là, n'hésitez pas à nous retrouver. Donc salle 130. Les jeunes, vous partez faire une photo, hein. Et puis on se retrouve en 130.